Salut tout le monde, moi c'est Zach, bienvenue sur ma chaîne YouTube et c'est ma toute première vidéo. Je suis super content de me lancer enfin, on va parler de plein de sujets qui m'intriguent, qui vous intéressent et qui méritent d'être découverts ensemble. Aujourd'hui, on démarre avec un sujet mystérieux, mais je vous en dis pas plus, vous allez voir, c'est parti. Ferme les yeux et imagine-toi dans l'Amérique des années 70, une époque où prendre l'avion est encore synonyme de liberté, de confort et de tranquillité. Mais tout cela s'apprête à changer radicalement. Remontons un instant au début de cette journée historique, le 24 novembre 1971 à l'aéroport international de Portland dans l'Oregon. Il est aux environs de midi et dans le terminal bondé, les voyageurs pressés se bousculent, impatients de rejoindre leurs proches pour célébrer Thanksgiving. Personne ne remarque vraiment cet homme qui avance calmement vers le guichet de la compagnie Northwest Orient Airlines. L'homme est discret, difficilement mémorable. Environ la quarantaine, grand, mince, cheveux foncés, soigneusement coiffé en arrière. Il porte des lunettes noires, un costume impeccable de couleur sombre, une chemise blanche et une cravate noire ajustée à la perfection. Il a tout l'air d'un homme d'affaires en déplacement, banalement élégant et sérieux. À la surprise du guichetier, il règle son billet aller simple pour Seattle en liquide, précisément $20. Aucun bagage, aucune valise volumineuse ne l'accompagne. Juste une petite mallette, noire, banale, de celle que tous les hommes d'affaires portent à l'époque. Sur son billet, il se fait enregistrer sous le nom de Dan Cooper. L'embarquement commence à 14h30. Il monte à bord, sans hâte, sans stress, et d'un pas tranquille et assuré. Rien chez lui attire l'attention des passagers ou de l'équipage. Après tout, qui aurait-il à craindre durant ces simples 30 minutes de vol? L'homme s'installe tranquillement tout au fond de la cabine, au siège 18C, un emplacement stratégique et discret. L'avion décolle doucement, s'élève progressivement dans le ciel grisâtre de l'Oregon. À bord, tout semble normal, des familles discutent joyeusement, certains passagers lisent un journal, d'autres somnolent. Lui calme, commande un bourbon, allume une cigarette, geste complètement anodin qui ne trahissent aucune inquiétude. Pourtant, derrière cette façade, un plan soigneusement préparé s'apprête à être déclenché. À ce moment précis, une jeune hôtesse de l'air nommée Florence Schaffner, 23 ans à peine, commence sa ronde habituelle. Vérifiant que tout se passe bien dans la cabine, elle remarque vaguement cet homme élégant, silencieux, assis tranquillement. Mais sans réelle attention, après tout, rien ne le distingue vraiment des autres voyageurs. Jusqu'à ce que soudain, d'un geste presque discret, il lui tend une note pliée en deux. Florence sourit intérieurement. Ce n'est pas la première fois qu'un passager lui glisse discrètement un numéro de téléphone ou tente maladroitement un flirt. Elle glisse le papier dans sa poche, sans même le lire. Mais l'homme insiste alors doucement, d'un ton calme mais ferme. « Mademoiselle, vous devriez lire cette note maintenant. J'ai une bombe. » Le sourire de Florence s'efface instantanément. Elle déplie rapidement le papier, désormais prise d'un malaise grandissant. Le message écrit à la machine à écrire est glaçant. « J'ai une bombe dans ma mallette, je m'en servirai si nécessaire. » Cet avion est détourné. Sous le choc, Florence regarde alors vers la mallette, que l'homme entr'ouvre légèrement devant elle. Elle y aperçoit distinctement plusieurs cylindres rouges reliés à des fils électriques et à une batterie. Son cœur s'emballe, la menace est terriblement réelle. En un instant, le calme ordinaire de ce vol court, presque banal, s'effondre complètement. Elle réalise soudainement la gravité de la situation. Les 36 passagers et les membres d'équipage présents à bord sont désormais sous l'emprise silencieuse d'un pirate de l'air déterminé. La vie de toutes ces personnes, elle incluse, vient de basculer dans l'angoisse. Dès cet instant précis, ce vol anodin entre Portland et Seattle vient d'entrer dans l'histoire, déclenchant une série d'événements que personne n'aurait jamais pu imaginer. Dans l'avion détourné, le temps semble désormais suspendu. Chaque minute compte en double. Dès l'instant où la menace est connue, une véritable course contre la montre commence. À peine la note lue, Florence Schaffner se précipite aussi calmement que possible vers l'avant de la cabine. Elle avertit immédiatement le commandant de bord, William Scott. Celui-ci, pilote expérimenté, comprend tout de suite que la menace est sérieuse. C'est la première fois qu'il doit gérer une situation aussi critique en vol. Au sol, à Seattle, la panique monte discrètement, mais sûrement. Informées par radio, les autorités réalisent qu'elles doivent gérer une situation potentiellement explosive en plein ciel. Très vite, le FBI est contacté et ordonne fermement coopérer avec le pirate de l'air. Donnez-lui ce qu'il demande. Monsieur Cooper est précis, méticuleux, presque chirurgical dans ses exigences. Il réclame exactement $200 000 en billets usagés et non marqués.
4 parachutes opérationnels, 2 principaux, 2 de secours. Un camion-citerne prêt à ravitailler immédiatement l'appareil à l'atterrissage à Seattle. L'avion se met alors à tourner lentement en rond au-dessus de la ville. Attendant anxieusement que les autorités réunissent tout ce que l'homme a demandé, en bas sur la piste, les équipes du FBI et de l'aéroport travaillent frénétiquement. Le stress est au maximum pour assembler froidement les billets et les parachutes. Chaque seconde compte, car personne ne sait exactement de quoi est capable l'homme à bord. Pourtant, dans la cabine, une ambiance étrange règne. Cooper surprend tout le monde, il reste parfaitement calme, posé, presque sympathique. À aucun moment il ne panique, à aucun moment il n'élève la voix. Il boit tranquillement, commande un second bourbon, fume plusieurs cigarettes, discutant calmement avec les hôtesses et le personnel de bord. Son comportement déroute complètement les membres d'équipage. Comment cet homme peut-il être aussi détendu alors qu'il vient de détourner un avion ? Finalement, à 17h45, la nouvelle tombe à la radio. Tout est prêt. L'avion est autorisé à atterrir sur l'aéroport de Seattle-Tacoma. Avec prudence et méthode, le Boeing 727 touche doucement le sol, les roues crissant légèrement sur la piste humide. Les autorités retiennent leur souffle. Une mauvaise décision, un mauvais geste et tout pourrait basculer en tragédie. Heureusement, Cooper respecte sa parole. Il libère lentement et sans aucune agressivité tous les passagers sous le regard médusé des équipes de police et des journalistes désormais réunis sur place. Mais attention, le pirate de l'air n'a pas terminé. Il garde avec lui 3 membres d'équipage, 2 pilotes et une hôtesse qu'il retient à bord, devenus désormais otages malgré eux. À présent, Cooper révèle pleinement l'étendue de son plan. Avec une précision chirurgicale, il donne aux pilotes des instructions extrêmement claires et inhabituelles. Premièrement, l'avion doit voler à une altitude très basse, 10 000 pieds maximum, environ 3 000 mètres. Deuxièmement, la vitesse doit être réduite au minimum nécessaire pour maintenir l'appareil stable. Troisièmement, la trappe arrière du Boeing, habituellement fermée durant les vols, doit rester ouverte en plein ciel. Le pilote est abasourdi. Personne n'a jamais demandé une telle chose auparavant. Pourtant, Cooper insiste tranquillement, et il est évident pour tout le monde que cet homme sait exactement ce qu'il fait. Chaque détail est minutieusement pensé, chaque instruction a été parfaitement calculée. Désormais, les autorités et l'équipage comprennent, D.B. Cooper ne compte pas simplement s'envoler avec une rançon, il a prévu une fuite en parachute au-dessus d'une région sauvage et reculée. Une stratégie audacieuse, extrêmement risquée, mais parfaitement cohérente avec le calme et l'assurance qu'il a manifesté jusque-là. Le vol 305 s'apprête à repartir dans la nuit. La véritable évasion commence maintenant. Le moment crucial est enfin arrivé. À partir de maintenant, tout bascule vers l'inconnu absolu. Il est précisément 19h45 lorsque le Boeing 727 de Northwest Orient Airlines quitte à nouveau la piste de Seattle-Tacoma direction le Mexique. Conformément aux exigences très précises de D.B. Cooper, à bord, tout a changé. La cabine, autrefois animée, pleine de passagers impatients de rejoindre leurs proches, est désormais plongée dans un silence glaçant, presque irréel. Les sièges sont vides, les lumières tamisées. Cooper est seul à l'arrière de l'appareil, l'argent soigneusement emballé dans une sacoche robuste. Il vérifie une dernière fois ses précieux parachutes. L'homme semble parfaitement calme, méthodique, professionnel. L'équipage, réduit à 2 pilotes et une hôtesse, est confiné dans le cockpit. Cooper leur donne une consigne très claire, froide, mais sans agressivité. Restez enfermés là-dedans. Ne sortez sous aucun prétexte. Dehors, l'obscurité est totale. Le temps initialement stable se dégrade brusquement. L'avion vole désormais au-dessus d'une vaste région forestière sauvage du nord-ouest américain. Une zone où les montagnes et les arbres immenses, ainsi que les rivières glacées, s'étendent à perte de vue. La pluie tombe maintenant en trombe, frappant violemment la carlingue de l'avion, tandis que des vents violents secouent régulièrement l'appareil. La visibilité est quasiment nulle, rendant toute tentative de saut extrêmement dangereuse, presque suicidaire. Pourtant, D.B. Cooper ne montre aucun signe d'hésitation. Cet homme a clairement anticipé chaque détail. Il enfile méticuleusement le parachute principal, attache solidement les liasses de billets à son corps à l'aide de cordes robustes. Sa décision est prise, irrévocable. À l'intérieur du cockpit, le commandant de bord, William Scott, et son copilote Harold Anderson tentent désespérément de deviner ce qui se passe dans la cabine silencieuse derrière eux. Le tableau de bord affiche une altitude constante, 10 000 pieds. La vitesse est à son minimum viable pour éviter le décrochage de l'avion. Ils savent qu'à tout moment, Cooper pourrait ouvrir la trappe arrière.
Et soudain, à exactement 20h11, une légère mais très perceptible secousse traverse tout l'appareil. Les pilotes se regardent, comprennent immédiatement ce que cela signifie. Le pirate de l'air vient tout juste de faire l'impensable, un acte d'une audace extrême jamais tenté auparavant. Il vient de sauter en parachute dans le vide, absolu, en pleine nuit, au milieu d'une tempête violente. C'est un saut dans l'inconnu, littéralement. Personne ne pourrait survivre à cela, pense-t-il. Personne, sauf un homme préparé à l'extrême, ou peut-être totalement fou. Le Boeing continue sa route vers le sud, complètement vidé de son pirate. À bord, l'équipage attend nerveusement l'atterrissage. Finalement, à Reno, au Nevada, l'avion se pose, escorté par des voitures de police et des véhicules fédéraux. Les équipes d'intervention montent immédiatement à bord, armes à la main, mais très vite, la conclusion s'impose à tous. D.B. Cooper a bel et bien disparu. À l'intérieur, aucune trace claire, aucun indice évident de sa destination ou de son sort final. Tout ce qu'il laisse derrière lui, c'est une mystérieuse cravate noire détachée, une pince à cravate dorée abandonnée sur un siège vide, quelques mégots de cigarettes qu'il a fumés nerveusement et surtout un mystère total. Aucun indice ne permet de déterminer s'il a survécu ou s'il a trouvé la mort quelque part dans la nuit, englouti par la forêt. Désormais, D.B. Cooper est plus qu'un fugitif, il devient instantanément une énigme fascinante, un mystère insondable, l'homme qui a osé défier toutes les lois de l'impossible. C'est à partir de cet instant précis que naît la légende du pirate de l'air qui échappe à toutes les recherches. Le 25 novembre 1971, l'Amérique se réveille stupéfaite. Un homme mystérieux se faisant appeler Dan Cooper vient de réussir l'impensable en détournant le vol 305 de Northwest Orient Airlines. When he got on a plane in Portland, Oregon last night, he was just another passenger who gave his name as D.A. Cooper. But today, after hijacking a Northwest Airlines jet, ransoming the passengers in Seattle, then making a getaway by parachute. En réponse, le FBI lance immédiatement l'opération Norjack, Northwest Hijacking. C'est une mobilisation sans précédent dans l'histoire américaine. Tous les services disponibles sont réquisitionnés, car jamais un pirate de l'air n'avait défié aussi ouvertement les autorités fédérales. La zone présumée du saut, vaste étendue sauvage entre Seattle et Reno, est rapidement quadrillée. Les autorités font appel à la garde nationale, dont les hélicoptères et les avions de reconnaissance scrutent chaque centimètre carré depuis les airs. Au sol, une armée d'agents du FBI, policiers locaux, militaires et même volontaires civils entreprennent un ratissage minutieux des épaisses forêts de conifères de l'État de Washington. On mobilise également des chiens spécialement entraînés pour flairer le fugitif. Pourtant, les éléments se liguent contre les enquêteurs. Une météo particulièrement hostile ralentit considérablement les recherches. Une pluie glaciale s'abat sur les équipes, tandis que des rafales violentes et un brouillard opaque rendent les vols de reconnaissance risqués et souvent inefficaces. Un agent du FBI, épuisé par les recherches, témoigne. Chercher Cooper dans ces forêts, c'est comme tenter de retrouver une goutte d'eau dans l'océan. On ne sait même pas s'il a survécu au saut. Malgré ces conditions extrêmes, les autorités poursuivent sans relâche leur effort. L'Amérique retient son souffle, fascinée par ce duel silencieux entre un homme solitaire et toute une nation mobilisée. Dès les premières heures de la traque, des centaines de témoignages affluent tout l'État de Washington et même au-delà. Des citoyens persuadés d'avoir aperçu Cooper appellent frénétiquement les autorités. Mais très vite, une vérité frustrante émerge, ces témoignages se contredisent sans cesse. Certains rapportent avoir aperçu un homme étrange, vêtu d'un costume sombre, marchant silencieusement le long d'une route isolée sous une pluie battante. D'autres jurent avoir vu Cooper dans des motels reculés, dissimulant soigneusement son visage sous une capuche. Les portraits robots varient et sèment la confusion. Des descriptions contradictoires sont publiées dans les journaux locaux, alimentant davantage le mystère. Les enquêteurs multiplient les interrogatoires et diffusent largement l'image devenue iconique. Un homme brun, cheveux soigneusement coiffés, en arrière, lunettes noires, vêtu d'un costume sombre mais sobre. Mais plus les témoignages s'accumulent, et plus la vérité semble échapper au FBI, transformant le fugitif en un véritable fantôme. Pendant près de 7 ans, le FBI demeure dans l'impasse. Jusqu'à ce jour de 1978 où un chasseur perdu dans une forêt reculée du comté de Cowlitz tombe sur un objet intrigant. Un prospectus de sécurité aérienne arraché, détrempé par des années de pluie et jauni par le temps. Analysé par les enquêteurs, ce bout de papier provient précisément du même modèle d'avion que celui du vol 305, un Boeing 727. L'objet aurait pu être aspiré hors de l'appareil au moment où Cooper a ouvert la porte arrière pour effectuer son saut audacieux. Ce premier indice concret bouleverse les enquêteurs.
Aurait-il sauté plutôt qu'estimé, modifiant ainsi toute la zone initiale des recherches? Pourtant, malgré cette découverte, aucun autre objet ni aucune trace du fugitif ne sera retrouvé à proximité. La véritable révélation survient le 10 février 1980. Ce jour-là, Brian Ingram, un garçon de 8 ans en vacances avec ses parents, joue sur une petite plage appelée Tenabar, qui borde les eaux du fleuve Columbia dans l'état de Washington. C'est alors qu'il remarque quelque chose d'étrange dans le sable humide. 3 liasses de billets de $20 à moitié enterrés, abîmés par le temps et partiellement détériorés. Ses parents alertent immédiatement les autorités. Rapidement, le FBI confirme l'impensable. Les numéros de série correspondent exactement aux billets que Cooper avait reçus lors du détournement. Sur les $200 000 extorqués, ces $5 800 constituent la seule preuve physique tangible jamais retrouvée dans l'affaire D.B. Cooper. Cette découverte relance une avalanche de questions. Premièrement, comment ces billets ont-ils pu arriver là, 9 ans après les faits? Deuxièmement, ont-ils été volontairement enfouis par Cooper lui-même ou par un complice? Et troisièmement, ont-ils dérivé dans le fleuve Columbia jusqu'à cette plage éloignée, malgré les conclusions géographiques initiales des enquêteurs? Les hypothèses se multiplient. Le FBI sollicite des spécialistes en géologie, en hydrologie et en sédimentation. Des expériences sont menées pour simuler le trajet que l'argent aurait pu effectuer. Mais aucune théorie ne parvient à expliquer pleinement la situation. Le mystère s'épaissit davantage. Cette plage isolée devient un lieu emblématique de l'affaire, attirant même jusqu'à aujourd'hui les passionnés et les curieux du monde entier, espérant peut-être découvrir un autre indice oublié par le temps. Avec les années, D.B. Cooper est devenu bien plus qu'un simple braqueur de haute altitude. Il est aujourd'hui une véritable icône de la contre-culture américaine, à mi-chemin entre criminel de génie et héros insaisissable. Un homme sans visage, sans identité, sans passé, mais qui a réussi à forcer le FBI à le traquer pendant des décennies sans succès. À mesure que l'enquête stagnait, les théories se sont multipliées. Journalistes, passionnés, anciens agents fédéraux, amateurs de mystères, des milliers de personnes ont essayé de répondre à une seule question obsédante. Qui était vraiment D.B. Cooper? Et c'est là que le mythe prend toute son ampleur. Des suspects apparaissent, certains par pur fantasme, d'autres avec des indices troublants. Des hommes ordinaires, parfois bien plus complexes qu'il n'y paraît, ils ont tous en commun un passé flou, des compétences techniques et des éléments troublants qui les rapprochent du profil du pirate de l'air. Mais à chaque fois, il manque un détail, une preuve, un aveu. Juste assez pour semer le doute, mais pas assez pour conclure. Dans cette partie de l'histoire, on va plonger dans les profils les plus sérieux jamais examinés. Des hommes qui auraient pu être Cooper, qui peut-être ont été Cooper. Et à travers eux, c'est tout un pays qui projette ses doutes, ses fantasmes et sa fascination pour l'homme qui a sauté dans l'inconnu, sans jamais retomber. Le 7 avril 1972, seulement après 5 mois de l'affaire de D.B. Cooper, un homme monte à bord d'un Boeing 727 entre Denver et Los Angeles. Il est calme, poli, bien habillé, mais à mi-vol, il remet une note à l'équipage. J'ai une bombe et je veux $500 000. Même scénario, même type d'avion et même demande de rançon en petite coupure. Et surtout, même fuite en parachute par la trappe arrière de l'appareil. Cette fois, le pirate s'échappe au-dessus de l'Utah. Mais contrairement à Cooper, il est vite identifié. Richard Floyd McCoy Jr., un vétéran décoré du Vietnam, pilote d'hélicoptère, expert en armement et en survie. Il est arrêté quelques jours plus tard chez lui, avec le sac de billets en sa possession et un parachute caché dans son garage. Les enquêteurs sont stupéfaits. La ressemblance avec le détournement de Cooper est presque parfaite. Même mode d'opération, même sang-froid et même profil militaire. Certains agents du FBI commencent à se demander « Et si McCoy était D.B. Cooper ?» Mais un problème se pose rapidement au moment du détournement de Cooper. McCoy est supposé être chez lui avec sa famille dans l'Utah. Il a un alibi solide, bien que certains remettent en question sa sincérité. Condamné à 45 ans de prison, McCoy s'évade 2 ans plus tard d'un pénitencier de haute sécurité en détournant un camion poubelle. Une cavale digne d'un film qui s'achèvera dans une fusillade avec le FBI en 1974. Il meurt sur place sans jamais avouer ni nier. Encore aujourd'hui, la communauté autour du mystère de D.B. Cooper reste divisée. Certains pensent que McCoy n'a fait que copier le coup, inspiré par le braquage parfait de Cooper. D'autres sont persuadés qu'il était le même homme, plus audacieux, encore de tenter un second détournement après s'être évadé la première fois. Peu avant de mourir, Dwayne Weber confie à sa femme Jo « Je suis D.B. Cooper ».
Intriguée, Joe, la veuve, enquête et découvre un passé criminel, de multiples identités, une blessure au genou qu'il dit avoir eu en sautant d'un avion, et un carnet où il rêve de fuir avec une mallette d'argent. Peu avant sa mort, il l'emmène près de la Columbia River, là où des billets du détournement furent retrouvés. Mais l'ADN ne correspond pas. Officiellement innocent, il emporte le mystère dans sa tombe avec un visage étrangement proche du portrait robot de Cooper. Ancien parachutiste employé de la compagnie aérienne du vol détourné, Christensen avait les compétences et les accès pour réussir un tel coup. Après 1971, il quitte son emploi, achète une maison en liquide et dépense sans compter. Aucun ADN ni preuve directe ne l'incrimine, mais son profil reste l'un des plus crédibles et il meurt en 1994 sans avoir été interrogé par le FBI. Vétéran décoré des forces spéciales, Robert Rockstroh avait tout pour être D.B. Cooper. Parachutisme, explosif, opérations secrètes et un talent unique pour changer d'identité plus de 20 fois au cours de sa vie. Dans les années 70, le FBI le soupçonne mais le relâche pour faute de preuves. Il s'amuse ensuite à entretenir la rumeur, déclarant aux journalistes « Je ne peux ni confirmer ni nier que je suis D.B. Cooper ». Des enquêteurs indépendants affirment avoir déchiffré des codes dans des lettres attribuées à Cooper, trouvant des références directes à son nom et à son passé militaire. Pourtant, aucune preuve matérielle ne l'incrimine. En 2019, il meurt à 75 ans d'une crise cardiaque, emportant avec lui un mystère qui divise encore génie criminel insaisissable, ou manipulateur ayant joué avec la légende. Le 9 novembre 1971, 2 semaines avant le détournement du vol attribué à D.B. Cooper, John List assassine sa femme, sa mère et ses 3 enfants. Il efface méthodiquement toute trace, coupe les visages sur les photos familiales et disparaît sans laisser d'indices. Pendant 18 ans, il change de nom, d'apparence et de vie, devenant un fantôme que personne ne retrouve. Son profil intrigue, froid, calculateur, est capable de disparaître complètement et d'échapper aux autorités pendant près de 2 décennies. La proximité des dates avec le détournement pousse certains à imaginer qu'il ait pu financer sa fuite grâce à ce coup audacieux. Mais son arrestation en 1989, grâce à America Most Wanted, met fin aux spéculations, aucun ADN, aucune empreinte, aucun lien avec Cooper. Une fausse piste mais révélatrice de l'obsession des enquêteurs à explorer toutes les possibilités, même celles qui semblent sortir d'un scénario improbable. Cela fait plus de 50 ans que l'Amérique cherche un fantôme, D.B. Cooper, l'unique pirate de l'air américain jamais capturé, qui a non seulement défié le FBI, mais il a aussi changé à jamais l'histoire de l'aviation. Depuis cette nuit de novembre 1971, la sécurité aérienne a été réinventée. Les cockpits sont désormais blindés, des agents de sécurité armés, les Sky Marshals montent à bord incognito, et les fameuses trappes arrière des Boeing 727 ont été scellées à jamais. Tout ça à cause d'un seul homme. Un homme dont on ne connaît ni le nom, ni le visage, ni le destin. Est-il mort quelque part dans les forêts hostiles du Nord-Ouest? Ou vit-il encore aujourd'hui sous une fausse identité, ayant peut-être laissé le monde croire à sa disparition parfaite? D.B. Cooper n'a laissé derrière lui qu'un saut dans l'obscurité, et une légende qui plane encore au-dessus de nos têtes. Et toi, t'en penses quoi parmi tous ces suspects, Weber, Christensen, Rockstroh ou même d'autres? Lequel te semble être le vrai D.B. Cooper? Tu penses qu'il a survécu ou qu'il s'est écrasé dans la forêt cette nuit-là? Dis-moi ta théorie dans les commentaires, j'ai envie de lire tout ce que vous en pensez. Et si t'as d'autres idées de vidéos sur des mystères, des criminels ou des histoires incroyables à raconter, propose-les aussi, je lis tout, et certaines suggestions pourraient devenir les prochains épisodes. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher des likes, des commentaires, à t'abonner et à surtout activer la petite cloche pour ne manquer aucune autre histoire. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!